Bonjour à tout le monde, nous sommes à notre 4e rendez-vous pour l'atelier yoga. Vous avez retenu, j'imagine, que le yoga était un moyen d'augmenter notre conscience. Mais comment augmenter notre conscience? Comment diminuer les sources d'affliction, les kleshas que nous avons abordées la semaine dernière? Comment empêcher que ces kleshas apparaissent? Alors je vous ai donné des débuts de réponse la semaine dernière, qui étaient par exemple réfléchir sur soi-même, prendre du recul, chercher du soutien, s'éloigner des choses qui stimulent l'apparition d'un klesha. Patanjali commence le chapitre 2 des Yoga Sutras en parlant du yoga de l'action. Alors avant de vous expliquer ce qu'il entend par yoga de l'action, je vais vous faire une parenthèse. Il faut savoir que le chapitre 1 des Yoga Sutras de Patanjali est celui qui s'adresse à des gens qui ont déjà un mental apaisé, qui sont déjà sur un chemin de prise de conscience, etc. Alors que le chapitre 2 s'adresse à des personnes qui ont le mental encore agité et dispersé. Et le premier sutra de ce second chapitre concerne donc le yoga de l'action. Je cite, « Purification et ascèse, étude de soi et abandon au suprême constituent l'action pour le yoga, ou le yoga de l'action. » C'est tiré des Yoga Sutras de Patanjali, traduit et commenté par Franz Moers, page 61. Ce premier aphorisme jette les fondements du deuxième chapitre. Le yoga a pour base ces 3 points, ascèse, purification, étude de soi, abandon à une force supérieure. Ces 3 points sont indissociables. Ils sont comme une statue qui aurait 3 visages. L'ordre dans lequel Patanjali énumère ces points est aussi important. Tapas, en sanskrit, ça veut dire l'ascèse ou la discipline. C'est, on pourrait dire, la mise en marche. C'est le fait de faire un effort. C'est se discipliner à quelque chose qui va purifier le corps, le langage, le caractère, le mental. C'est dépasser par un effort de volonté certaines limitations corporelles ou mentales ou comportementales. L'ardeur, l'intensité de l'effort engendre une force qui est comparée à un feu, purificateur et illuminant, nous dit Tara Michael, qui est une indianiste et écrivaine, qui a écrit sur le yoga, c'est très intéressant d'ailleurs, soit dit en passant. Elle dit encore, le tapas, donc l'ascèse, la discipline, vise à produire une chaleur psychique permettant d'atteindre un niveau d'être supérieur. Il peut s'agir de toutes les actions ou non-actions auxquelles on décide de s'astreindre, que ce soit une hygiène alimentaire, une pratique des postures de yoga, une pratique du travail de respiration, se donner des bonnes conditions de sommeil, ne pas absorber de substances mauvaises pour le corps, etc., etc. Il s'agit d'une pratique qui se doit d'être régulière et stricte, mais qui en aucun cas ne puisse porter préjudice à la santé du corps ou du mental. Il ne s'agit pas en effet de se blesser ou de diminuer nos capacités, ni de provoquer de troubles. Mais on cherche par l'effort à rencontrer nos résistances, à les conscientiser et à peut-être les faire diminuer. Étymologiquement, tapas, c'est ce qui chauffe, donc ce qui élimine les impuretés. L'alimentation est donc un champ d'action très important puisque l'aliment est ce qui donne l'énergie appropriée à notre corps et qui a une influence sur notre sphère émotionnelle même. Chacun a une constitution différente et des activités différentes, donc les quantités alimentaires, petite parenthèse, et les aliments eux-mêmes seront adaptés à la personne. En tout cas, le yoga de Krishnamacharya, on adapte toujours à la personne, toujours. Ça, c'est vraiment une grande chose à retenir dans le Vini Yoga. Donc que ce soit l'alimentation, les postures, la respiration, on adapte à la personne qui est en train de pratiquer ou de s'astreindre à quelque chose. Tapas, c'est aussi adapter son style de vie à sa constitution. La discipline, ça peut être de s'entraîner à l'humilité et à la tempérance. C'est pas spécialement un effort toujours physique. Ça peut être de choisir la non-violence. Ça peut être aussi de faire l'effort d'utiliser en toutes circonstances un langage qui ne blesse pas, qui soit amical, authentique, bénéfique. Ça peut être de s'entraîner au silence, à la douceur, à la maîtrise de soi. Le deuxième point abordé dans ce premier sutra du deuxième chapitre, c'est Svadhyaya,
ça veut dire l'étude de soi. Alors c'est évidemment réfléchir sur soi-même. Se connaître soi-même, ce n'est pas la chose la plus aisée, elle est peut-être même le plus ardu et le plus délicat des chemins à emprunter, mais ce n'est pas un lieu inaccessible. Quand on a choisi de faire un effort sur soi, donc le tapas, le premier des trois visages de la statue, on rencontre ses forces, on rencontre ses résistances. On a un domaine concret d'observation de soi. C'est pour ça qu'on fait les postures, c'est avoir un domaine concret d'observation de soi. En faisant les postures, on a un domaine concret d'observation de soi. On peut trouver, grâce aux postures, des autres pratiques, que ce soit le travail du souffle, de la méditation, le chant védique, ou autre chant d'ailleurs, les lectures. On peut trouver les pratiques qui nous seront bénéfiques par rapport à une observation de nous-mêmes que l'on aura faite. Qu'est-ce que j'ai besoin? Où sont mes résistances? Où sont mes forces? Et on n'a pas besoin des mêmes choses au même moment. C'est là notre unicité aussi. Ni de la même manière. L'étude de soi, c'est essayer de s'observer sans juger. Juste observer d'une manière la plus lucide possible. Et d'accepter ce que l'on voit sans se dire, justement, c'est beau, c'est pas ça que je devrais faire, c'est ça que je devrais faire. C'est essayer d'avoir un regard lucide sur notre personnalité, nos comportements, notre histoire. Et ensuite, Patanjali nous dit, la connaissance de soi est une étape vers la découverte du soi. Du soi avec un grand S. Dernier point, et pas le plus facile à expliquer, c'est l'abandon au suprême, le Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. On peut aussi le traduire par l'acceptation de quelque chose qui nous dépasse. Ils disent aussi que c'est une dévotion. On pourrait dire que c'est admettre que nous ne sommes pas en contrôle de tout, que nos actions sont soumises à des causes et à des effets qui dépassent celui qui les met en marche. On est dépassé par... on est transcendé, peut-être, on pourrait dire aussi. Le pratiquant doit savoir qu'il n'est pas maître des résultats de ses actions, que certaines forces le dépassent. C'est pratiquer, et peu importe la pratique, c'est pas uniquement pour les postures, avec une grande humilité, un grand abandon, un grand détachement, un grand désintéressement. Paradoxalement, moins on s'attache aux résultats de nos actions, plus nos actions seront bénéfiques. On pourrait aussi dire que c'est pratiquer, et peu importe la pratique, que ce soit les postures, que ce soit le jardinage, pour la beauté du geste, pour l'action elle-même, et pas pour ce qu'elle va rapporter. On tente d'apporter une émotion positive pour s'élever soi, pour élever les autres du coup, et pour élever la société, en toute humilité. Souvent, il est dit que le moins on en parle, le mieux c'est, dans les textes sur le yoga. Les bavardages à propos de nos pratiques peuvent diminuer les effets de nos pratiques. Alors ça pourrait être interprété comme qu'il faut garder un espace de silence, pour que tout ça puisse vibrer. Le bavardage empêche la vibration de nos actions peut-être. Je propose cette semaine peut-être de vous octroyer des espaces de silence. Justement, observez, est-ce que vous avez des vrais espaces de silence, des vrais moments de silence? Alors peut-être que tout ceci va peut-être vous inspirer à mettre en marche quelque chose sur la route de la connaissance de vous-même. Et c'est une route qui ne se trace jamais au détriment des autres, ne l'oublions pas. Et que ça va vous inspirer, je l'espère, en tout cas. C'est le but de tous ces petits textes du jeudi, ce serait que ça vous inspire. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Namasté.